David Lemarquis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez EDF Énergie Nouvelle et pilote de ce futur projet de champ éolien offshore au large du Calvados. Alors moi j'ai envie d'abord de vous demander, un projet comme ça, on en entend beaucoup parler de ces projets d'éolien offshore, les conditions qu'il a fallu réunir pour le faire émerger, parce que finalement ça part dans pas longtemps. Quelles sont-elles? Absolument. Bien écoutez, c'est un projet qui a débuté en 2007. Et au tout début de ce projet, il a fallu fédérer un certain nombre d'acteurs, puisque l'éolien en mer est nouveau en France. Et relativement nouveau quand même en Europe. Les premières installations ont lieu en 91. Et il a fallu donc fédérer les élus, les professionnels de la pêche et également l'État, les services de l'État pour pouvoir expliquer et faire comprendre finalement l'intérêt que pouvait apporter au territoire ce type de projet. Donc de 2007 même jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs phases, on y reviendra. C'est plusieurs centaines de réunions de travail avec les parties prenantes locales qui ont été nécessaires. Oui, sachant que l'État, au préalable, a dû déjà définir les lieux où seraient implantés avant de lancer un appel d'offres aux industriels. Il a fallu définir pourquoi ce site est pertinent. Tout à fait, vous avez raison. Il y a eu une phase de concertation menée au niveau de l'État en 2009 et 2010 pour effectivement valider, en tout cas trouver et ensuite sortir des zones qui soient des zones de moindre contrainte pour les usagers de la mer, pour l'environnement, et également qui puissent bénéficier de potentialités techniques, le vent, la bathymétrie pas trop profonde, de manière à pouvoir installer un parc éolien qui soit efficace. Alors comment on arrive à convaincre les riverains qu'on ne va pas détruire leur paysage, les pêcheurs qui vont pouvoir continuer à pêcher et éventuellement même les élus qu'il va y avoir du développement économique grâce à l'implantation de ce champ éolien offshore? Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je dirais qu'il faut pouvoir travailler depuis... sur le long terme. Et en l'occurrence pour le travail avec les pêcheurs, on a au début du projet travaillé avec eux sur la localisation d'une zone. Donc quelle est la zone dans laquelle il y a moins de pêche, de manière à ce que le parc éolien puisse être en dehors de cette zone pour les gêner le moins possible, bien sûr. De même avec les élus. De quel endroit vaut-il mieux être proche, de quel endroit vaut-il mieux être éloigné, de manière à gêner le moins possible, que ce soit le paysage ou les activités touristiques, et voire même d'ailleurs au contraire avoir des impacts bénéfiques sur les activités touristiques. Donc c'est ce travail qui est effectivement itératif, puisque les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Je vous interromps, mais quand on parle d'impact positif sur les activités touristiques, c'est parce qu'on envisage, pourquoi pas, d'emmener des touristes avec des pêcheurs visiter le champ éolien offshore. Ça fait partie des hypothèses que l'on formule. Alors ça se fait, ça se constate sur les parcs éoliens existants en Belgique, au Royaume-Uni et également donc, dans les pays d'Europe du Nord, où il y a certaines entreprises qui sont même en dehors de toute subvention qui font de la visite de parcs éoliens en mer, et les gens restent potentiellement une journée, 2 journées de plus là où ils sont pour aller voir le parc éolien de près, aller voir des installations connexes éventuellement. Donc nous, dans le cadre de ce projet, quand il sera construit, on envisage de mettre en place une sorte d'espace muséographique autour de ce parc éolien, de manière à ce que les visiteurs puissent y rentrer et faciliter la possibilité qu'ils pourraient avoir d'aller voir le parc d'éoliennes au plus près. Donc effectivement, des impacts sur le tourisme positifs, ça se voit dans d'autres pays, et je pense qu'on a pu convaincre effectivement que ça sera le cas également ici. Alors, ce champ éolien offshore du Calvados sera à peu près 12 km de la côte, je crois. 75 éoliennes, ça va pouvoir alimenter combien de foyers ? Et quelle pertinence a-t-il finalement au sein des énergies renouvelables que la France peut développer? Alors, les premières éoliennes sont à 10 km des côtes et les plus éloignées sont à 16 km. Il y a 75 éoliennes et la production du parc représentera la consommation chaque année de 630 000 habitants. Donc c'est 90% de la consommation du Calvados.
C'est une production du coup extrêmement conséquente, puisque le vent en mer est plus régulier que le vent à terre. Et les éoliennes en mer, on peut en mettre des plus puissantes de ce fait-là. Donc on est sur une production extrêmement importante. On est également sur des développements au large de Fécamp et de Saint-Nazaire qui représenteront sur la même base de projet 2 millions en tout, 2 millions de foyers d'habitants, 2 millions d'habitants en termes de consommation d'électricité. Alors c'est de l'électricité renouvelable. On nous a demandé de faire un exercice de bilan carbone. Bon, j'avoue que Vous l'avez fait ? je l'ai fait, oui. J'avais peu de doutes sur les issues La du calcul, pertinence ? mais donc certains se posaient la question, donc on a fait. Et en effet, l'électricité qui sort des éoliennes est 4 fois moins carbonée que l'électricité habituelle en France. Alors, de la construction, l'exploitation, le démantèlement, en prenant tout le cycle de vie du parc éolien. Ça intègre le cycle de vie Oui. de la désinstallation, de la maintenance, etc. Ça intègre effectivement de A à Z, de la construction jusqu'au démantèlement, en passant par l'exploitation. Oui, d'accord. Un mot de la pertinence économique, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement les installer, donc ça développe des emplois ici en France. Pour Ouistreham, puisque là nous sommes sur la commune de Ouistreham-Rivabella, ça va aussi supposer des infrastructures portuaires. C'est combien d'emplois créés et quel est le retour sur investissement, parce que ce sont quand même des investissements assez lourds, j'imagine. Quelle est la perspective de rentabilité de tels dispositifs ? Sur Ouistreham, on aura ici notre base de maintenance du parc éolien au large du Calvados. Donc il y aura sur l'avant-port 2 à 3 navires suivant les périodes qui seront armés de plusieurs techniciens. Et en tout, ça représente donc une centaine de personnes basées à l'avant-port de Ouistreham pour réaliser la maintenance de ce parc éolien. Donc on a le même schéma industriel, encore une fois, au large de Fécamp et au large de Saint-Nazaire. On a cette implantation qui est du coup très locale. Notre partenaire Alstom pour la fourniture des éoliennes a mis en service en Pays de la Loire une usine de production de génératrices et de nacelles qui, avec son centre d'ingénierie associé, va regrouper 500 emplois directs. Et sur Cherbourg, Alstom a également des projets d'usines, en particulier pour les pales d'éoliennes. Et le parc de Coursol sera, lui, assemblé à Cherbourg. Donc vous voyez que finalement, l'implantation est industrielle, mais pas centralisée. C'est plutôt un atout, parce que finalement, vous avez la commune de Ouistreham qui a la base de maintenance. Vous avez sur Cherbourg une base industrielle pour la fabrication des éoliennes et puis la construction du parc éolien. Et ce, diffusé aussi sur le territoire, puisqu'on a d'autres parcs éoliens en projet. Pour la France, c'est une manière de rattraper un peu son retard, j'imagine, sur l'éolien offshore, puisque la France il y a d'autres pays qui étaient pas mal développés. Quelles sont les perspectives d'avenir et quelles sont les conditions justement pour bien que l'éolien offshore devienne une vraie alternative à des énergies carbonées ? Alors, rattraper le retard, je pense que la France aujourd'hui a une vraie carte à jouer sur l'éolien en mer. C'est cette plutôt avance finalement industrielle qu'on est en train d'avoir. Aujourd'hui, encore une fois, notre partenaire Alstom a vendu 5 éoliennes aux États-Unis. Ils vont en exporter 66 de plus en Allemagne, et puis donc 248 pour nos parcs éoliens. Donc on est sur un schéma qui, je pense, industriel est assez fort, qui va faire, je pense, de notre pays une base d'exportation de ce type de technologie. Alors c'est vrai que les Danois, par exemple, ont démarré plus tôt. Ils ont démarré en 91 la production de ce type de parc éolien en mer. Aujourd'hui, la dynamique en France est assez forte, puisque le gouvernement vise 6000 MW d'énergie marine à l'horizon 2020. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour mettre à jour ces chiffres. On est sur une dynamique vraiment très forte et je pense que ce type de projet a vraiment une place prépondérante dans le mix énergétique de demain. C'est ça, il faut parler effectivement de mix énergétique. Tout ne va pas être résolu qu'avec de l'éolien, qu'il soit offshore ou terrestre. Absolument. Une dernière question, David Lemarquis. La COP21,
Vous en attendez quoi chez EDF Énergie Nouvelle? La COP 21, je pense qu'elle va permettre de capitaliser sur les démarches qui sont déjà aujourd'hui engagées. Alors c'est vrai qu'il y a l'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. On parlait de bilan carbone tout à l'heure, ce type de projet participe à baisser les émissions de carbone. Je pense qu'il y aura des recommandations en termes de consommation énergétique moindre, parce qu'on est sur la production propre, mais aussi il faut consommer moins, c'est aussi ça l'enjeu. Voilà, je dirais que nous on essaie de s'inscrire dans la volonté politique aujourd'hui qui est de développer les énergies renouvelables. La COP 21 devrait, me semble-t-il, aller dans le même sens. Et les énergies renouvelables vont de pair également avec le développement économique, on l'a vu. Je pense que c'est une sorte de duo gagnant vers lequel il faut aller. Merci. Merci à vous.